Mon rêve d'enfant, c'était d'être sportif. Et les stars, c'est sponsoriser les stars. Et un jour, je reçois un mail et on me dit « Bonjour, monsieur Soulier, on a vu votre podcast, Kilomètre 42, ouais. On a quelqu'un qui voudrait sponsoriser votre podcast. » Sur le coup, je me dis « Bon, c'est cool. » Puis je leur dis « J'ai quand même une question, quoi. C'est qui le sponsor ?» Et il me dit c'est Nike. Alors là, le syndrome de l'imposteur, il a fait bing. Et ton rêve d'enfant fait genre. Et mon rêve d'enfant, il a dit L'enfant intérieur. Là. Quand ma fille est née, je me suis dit, je peux pas faire du podcast tous les jours. Avec une petite fille qui arrive et tout, c'est impossible. Et en fait, je me suis rendu compte que le podcast m'offrait une facilité de production. Si je commence à enregistrer un podcast à 23h45, s'il fait 7 minutes, si à moins 10, il est fini d'enregistrer, je sais à minuit, il sera en ligne, quoi. Puis à la fin, j'ai un gars qui débarque, un papy sur le bord du chemin, qui me dit je peux courir avec vous ? Alors ouais, ça fait 23 heures que je cours, le gars et tout. Ouais, vas-y. Et ce papy, il s'appelle Jean-Claude et j'ai appris qu'il a 78 ans. Et j'enregistre. Je lui dis, vous savez, en fait, moi, dans mon podcast, je parle de ma volonté de devenir un vieillard galopant. Vous êtes juste la personne que j'ai envie d'être dans 30 ans. Juste ça. Et ça peut faire ce qu'on veut, je le reproduirai jamais. Bonjour et bienvenue dans Upload, l'émission qui explore la création de contenu sur Internet. Et aujourd'hui, on est avec Bertrand Soulier. Bonjour. Bonjour. Salut Bertrand. Alors, je suis allé sur ton site pour récupérer ta bio. Parce que voilà, je voulais m'intéresser un petit peu à déjà toi, comment tu te présentais. Et je vais te la lire. Alors donc, je cours et je crée tous les jours. Je suis podcasteur, youtubeur, formateur, mentor. Je suis aussi certifié en préparation mentale et en nutrition. Je suis passé d'un gros hamster de 105 kilos, coincé dans son canapé, à coureur du quotidien et coach. À 48 ans, je suis plus en forme qu'à 30 ans. Et je veux t'aider à en faire de même. Ça va, t'as pris celle qui est à jour. Ouais, j'ai pris celle qui était à jour. Déjà, là, j'ai bon. Ok. Et le reste est bon. Donc, Très on bien. est bon là-dessus. Donc, tu es au micro de plusieurs podcasts. Kilomètre 42, c'est avec celui-là que je t'ai découvert, moi, personnellement. Sport et nutrition, retrouve la forme, solopreneur. Ouais. Donc, en gros, tu as un podcast par passion. Ça marche comment ? Oui, en fait, j'ai un podcast par... moi, je suis un vieux de la vieille. Et au début, je crée des blogs par thématique. Ok. Et ensuite, j'ai remplacé les blogs thématiques par des... Bon, une fois, il y a eu une chaîne YouTube, des trucs comme ça. Et maintenant, c'est du podcast thématique. Ok. Ça reste le même principe, exactement, en fait. En fait, tu es peut-être quelqu'un de multipassion et dès que tu as un nouveau truc qui rentre dans ta tête, tu vas en créer un podcast, limite. Oui, alors ce que j'ai essayé de faire à un moment donné, c'est d'avoir qu'un seul truc dans lequel il y aurait tout. Et par exemple, c'est un peu mon fonctionnement sur Instagram. Et ça peut être mon fonctionnement aussi sur YouTube. Le seul truc, c'est que sur YouTube, ça ne marche pas. Et sur Instagram, c'est super compliqué à gérer. Mais c'est encore plus compliqué de gérer plusieurs comptes. Ouais. Donc, sur mon compte Instagram, il est vraiment course, on va dire. Et puis remise en forme. Et petit à petit, je pense qu'il va quand même aller vers un positionnement qui va être de dire j'ai envie d'accompagner des créateurs de contenu pour qu'ils soient en forme. Parce que si on aime créer du contenu, moi je dis que j'ai le plus beau métier du monde. Si je veux le faire longtemps, il faut que je sois en forme. C'est des créateurs que tu accompagnes ? Alors, le but du jeu, c'est que je vais me tourner, oui, vraiment d'aller vers des créateurs de contenu, youtubeurs, podcasteurs, des gens qui doivent produire du contenu régulièrement, qui ont besoin d'enthousiasme à partager, qui ont besoin d'avoir du sourire, Enfin, il y en a trop qui sont en limite burn-out dans la création de contenu, qui abandonnent en route, qui se rendent pas compte ce que c'est que de monter un podcast, etc. Et puis je vois qu'ils partent avec des armadas de contenu, de trucs à monter dans tous les sens. Et tu leur demandes combien de temps ils dorment. Ouais, pas beaucoup. Quel temps ils ont pour leur vie personnelle, quasiment aucune. Et tu te dis, il y a quelque chose à faire. Parce que tu peux pas tenir longtemps. Moi, le truc, c'est que j'ai commencé au siècle dernier. J'ai commencé Internet 95, 96, dans ces zones-là. Et il y a des gens qui disent « Ouais, moi, ça fait 8 ans que je fais du contenu sur Internet, je suis un vieux de la vieille, etc. » Je sais pas si je pourrais le faire longtemps comme ça. Et quand j'entends un gamin qui a 28 ans dire ça, je me dis « Hey, j'en ai bientôt 49, ça fait 3 fois plus longtemps que je fais ça. Et regarde, je suis encore là, moi. » Il y a moyen de faire des trucs. Ouais. Du coup, pour le contexte, on sera tous les trois au Marathon de Paris demain matin, à 9h à peu près. Et en fait, je t'écoutais récemment, justement, dans Kilomètre 42. Il y a 5-6 semaines, tu disais, oui, un marathon, ça se prépare en 3 ans. 3 ans, oui. 3 ans, oui. 3 ans. Et puis, et puis c'est vrai que c'est la semaine d'après. Tu dis, je pars, j'ai mon dossard pour le Marathon de Paris qui a lieu dans 4 semaines, je crois. 4 semaines, ouais. Prépa Express, 4 semaines. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant
tu seras sur Paris, nous aussi, on pourrait peut-être faire un petit podcast ensemble, ça pourrait être cool. Et aussi de parler peut-être de cette prépa, comment ça se passe, étant donné que, a priori, t'étais pas parti à 5 semaines pour le faire. Ça. Je n'étais pas du tout parti sur le truc. En fait, c'est pour l'anecdote, je dis, on prépare son premier marathon en 3 ans. Si on part de 0, on fait le premier marathon en 3 ans. Première année, on apprend à courir, à s'organiser. Deuxième année, on augmente la distance. Troisième année, on consacre quasiment son année là-dessus parce que de toute façon, on a l'esprit qui est tellement pris par ça qu'on va s'entraîner. Et vous voyez bien ce que c'est. Et puis ensuite, on a le sas de décompression. Après le sas de compression, on a un sas de décompression derrière. Pour l'avoir vécu sur mon premier marathon, pendant 2 mois, je sais même pas comment, j'ai plus envie de courir. Après Ouais, il n'y a plus d'objectif. L'emploi du temps, il passe de je cours 8 heures à je cours 0. Je me pose grave cette question pour l'après. Hein. Ouais. En fait, et puis t'as beau dire, ouais, il faut prévoir l'objectif suivant et tout. J'en ai parlé l'autre jour, j'ai une question là-dessus. T'as beau dire ça, n'empêche que moi je dis, il faut savourer, il faut le fêter, tu prends un temps. Et en fait, le marathon, il t'occupe tellement l'esprit. T'occupe tout, quoi. C'est-à-dire que le temps, moi, le premier marathon, je l'annonce en 2017. Ouais. J'annonce le 17 avril 2017 et je le cours le 14 avril 2019. Ouais. Alors, entre-temps, il y a une blessure. Parce que normalement, j'aurais dû courir pour mon anniversaire, ça aurait dû être le 8 octobre. Donc, ça faisait 42, quelque chose. C'était presque le 42,195 ans. J'en ai beaucoup joué sur km 42 de cette histoire-là. Et parce que c'est à ce moment-là que j'ai lancé km 42 quand même. Au début, je faisais pas du tout ça. Et donc, sur le coup, là, comme ça, c'est vrai qu'il y a quelques temps, je dis, voilà, j'ai eu des questions. Moi, quelqu'un qui me dit, je commence la course et je cours un marathon dans 6 mois, je dis, oui, mais ça sera ton dernier, quoi. Tu vas être tellement dégoûté, ça demande tellement d'implication physique, mentale et tout. Puis après, il y a le creux, donc le fameux blues, que la 3e année, quelqu'un qui a jamais couru de marathon, s'il y met toute son énergie dedans pour devenir champion du monde de son monde, comme je dis, il y a un moment donné, t'arrives mi-avril, t'as le marathon de Paris, jusqu'à mai-juin, je pense pas que tu repartes sur quelque chose de vraiment intense. Et puis, d'un coup, tu vas te dire, ouais, la première semaine, je récupère, je vais faire des choses que je faisais plus. Alors, il y en a certains, ils vont se remettre à boire de l'alcool. Moi, je bois pas, donc mais j'ai vu ça. Il y en a qui vont se remettre à sortir, profiter plus de leur famille, de leurs amis, prendre des vacances et tout. Donc, il y a un espèce de creux, là, comme ça, et tu passes d'entraînement, moi, je sais pas, la semaine prochaine, j'ai pas regardé mon emploi du temps, mais déjà, le lundi, je vais pas aller à la boxe. Je crois que le mercredi, je vais quand même essayer d'aller au basket. Le mardi, je suis pas sûr d'aller courir. Le jeudi, je vais peut-être faire du vélo. Le reste du temps, je suis pas sûr d'aller courir. Bon, je vais passer de 12 heures à 3. N'empêche que les 9 heures, qu'est-ce que je fais? Bon, vous pouvez faire du podcast, vous pouvez faire de la création de contenu. Hein. Moi, il y a tellement de trucs à raconter. Moi, je peux le faire. Mais quelqu'un qui a pas ça, il a un vide, en fait. Donc, au départ, moi, j'avais dit 3 ans. Et puis, il se trouve qu'en fait, j'ai souvent des partenariats, des trucs comme ça. Et j'ai une marque qui commence à me contacter, mais bien avant, en fait. Ça aurait été cool que ce soit celle-là, qui me dit, oui, on travaille pour une marque et tout, qui est un des sponsors du marathon, et qui me dit, est-ce que ça vous dit de courir le marathon de Paris? Nous, on vous offre le dossard, et puis des chaussures, et puis il y avait 2-3 trucs. Et ils me disent, il faut nous répondre dans l'heure. Dans l'heure. Ah oui, d'accord. Dans l'heure. Bon. Ça a dû turbiner là. Donc je réponds dans l'heure, je leur dis ok, proposez-leur mon nom, et j'ai jamais eu de nouvelles, ça s'est pas fait. Mais à partir de ce moment-là, en fait, je me suis rappelé que j'étais aussi avec d'autres partenaires potentiels et que je m'étais inscrit sur des trucs, il y a des concours par-ci, des concours par-là, que j'ai pas eu de nouvelles. Et quelques jours après, je reçois un mail, bonjour, vous êtes sélectionné dans l'équipe. Alors je suis pas dans l'équipe officielle. Mais dans le je sais pas, remplaçant. Je sais même pas si les officiels ils ont un maillot ou quoi que ce soit. Hein, ils m'auraient demandé. Toujours est-il que ils m'ont envoyé un lien. Inscrivez-vous. Je me suis inscrit. Et donc c'était il y a à peu près 4 semaines, quoi. Donc là, ça change un peu les plans. Ouais. Bah oui, tu m'étonnes. Mais moi, ça me donne l'occasion aussi de dire que le mode de vie que j'ai, parce que il y en a, ils me disaient ouais, mais c'est pas possible. Tu vas au casse-pipe. Puis d'autres me disent ouais, mais on se rend pas trop compte. Et puis j'ai fait les comptes. Je leur dis ouais, mais quand je me lance là-dedans. En fait, ce que vous voyez pas, c'est que je marche tous les jours. Je fais de la boxe, je fais du basket. Je cours 1-2 fois. Alors des fois, je cours pas beaucoup dans la semaine. Je vais courir 5-10 km des fois. Mais des fois, j'en ai couru 12-13. Une fois, j'étais un peu plus. J'ai fait un trail 12-13 km avec que ça comme préparation. Il me manque les sorties longues.
Si je prends mon plan et j'ajoute juste des sorties longues, je pense que je peux monter au volume minimum de 40 km semaine. Et alors, c'est la frontière basse pour moi. Bah, c'est ça. Mais Ouais. c'est la frontière. C'est là où je estime que quand sur la semaine, j'ai fait la distance que je prévois de courir le week-end, sur la course, C'est bon. je suis pas très loin. Alors, la réalité, c'est que si j'en avais fait 60, 70, j'y allais plus confort. Bah oui. Mais si je monte à 70 en 3 semaines, Ouais, c'est impossible. j'étais pas là Enfin, c'est aujourd'hui. dangereux, quoi. Ouais. Je le regardais à la télé, le marathon. Même là, c'était un peu. C'était pas un peu dangereux d'ajouter des sorties longues sans en avoir fait. Enfin, t'en avais pas fait depuis longtemps. Hein, Ouais, alors j'ai pas ajouté des sorties très longues. Hein. C'est-à-dire que les puristes du marathon vont dire, dans l'idéal, j'aurais voulu monter à 30, 33. Ouais. Pour dire, on va atteindre la fameuse zone du mur. Mais je pense que le problème, c'est que quand on court, moi, je vais pas courir super vite. Puis j'ai l'option alternance course-marche et tout. Donc je vais pas le faire super vite non plus. Et le truc, c'est que si on veut faire une sortie de 33, si par exemple on fait 10 à l'heure, ça fait 3h20 à peu près de course dans cette zone-là. Donc c'est faisable, mais je pense qu'il faut pas dépasser 3h30 d'entraînement sur des sorties longues. Donc après, on se casse. Et j'ai longtemps dit d'ailleurs dans km 42 que des sorties longues qui dépassaient 2h30 servaient à rien. Et en fait, j'en suis assez convaincu parce que ça crée beaucoup de fatigue. Ça crée pas une adaptation exceptionnelle. Et par contre, faire une sortie qui va durer 3h, 3h15, en fait, elle nous rapproche de la zone, surtout pour des gens qui veulent courir un marathon en 4h, 4h, 4h30. Ceux qui vont le faire en 5h, c'est sûr qu'ils sont obligés d'aller là-dedans. Elle rapproche de la zone auquel on touche jamais quand on découvre le marathon. C'est la zone, il y a des murs partout là, en briques. C'est le mur de briques qu'on peut taper à n'importe quel moment. Plus on s'est entraîné à aller vers cette zone-là, et plus cette zone-là, on la repousse. Et le truc est même incroyable, parce que je l'ai vécu, moi j'ai fait un 24 heures. Quand je passe le 24 heures, je regarde ma montre, 42 km. J'ai pas pris le mur là. Il est où le mur du 42? Le 28e, il est où? Il est pas là. Et en fait, je regarde ma montre, je dis j'ai fait ma plus grande distance en courant, je passe dans la zone ultra. J'ai un initié qui m'a dit ça. Donc j'ai fait une photo de ma montre, puis je regarde mon truc, je mets mon casque, musique. C'est reparti. Le soleil commençait un petit peu à baisser. Et, tout. Et puis là, je me suis mis à accélérer. Et j'ai regardé mes kilométrages, je tournais à une vitesse qui était supérieure à celle de mon marathon avant. Alors pourtant, ça faisait 48 km que je courais. Donc ce qui montre bien que on a la barrière du marathon, le mur, il est très psychologique. De toute façon, vous allez voir, les malins au kilomètre 25, on approche du mur. Et puis, il y a 7 ans, il y avait un mur en briques qui était dessiné sur le côté. Là, si tu ne vois pas, celui-là, pour ça que j'ai dit, je l'ai dit mercredi, j'ai dit, non, mais moi, je fais en sorte que le mur n'existe pas. C'est vrai que le fait de toujours en parler aussi de ce fameux mur, ça le matérialise. Ça crée le truc. Mais je trouve c'est ce que tu dis, c'est très psychologique. Même je trouve quand tu pars pour te dire je vais faire 10 km, en fait, quand t'approches des 10 km, tu commences déjà à sentir que t'as envie d'arriver. Mais je trouve que c'est la même chose sur un semi, en fait. Quand t'es censé arriver, je trouve que c'est très, au début, si tu te mets dans l'ambiance de je vais courir tant de temps, en fait, dès que t'approches cette distance-là, ça y est, tu commences à Moi, j'ai fait des séances de piste en club, et où, quelle que soit la distance qu'on courait sur la piste, il y avait des répétitions. La 7e et la 8e passaient jamais bien. Mais jamais bien. Ça pouvait être un 2 fois, du 30-30, 10 fois 30-30 2 fois. Pour être sûr que la 8e répétition de chacune passait pas. Et puis après, la semaine d'après, où on faisait 10 fois 2 minutes, et ben la 8e répétition ne passait pas. Alors qu'en temps d'effort, je n'ai pas fait les calculs, mais en temps d'effort, ils n'étaient pas identiques. Et en volume d'effort, ils n'étaient pas identiques. Par contre, la dernière passait super bien. Et là, par contre, moi, j'ai changé mes méthodes d'entraînement. Maintenant, je cours à la sensation, je cours plus, ma montre est déprogrammée, il n'y a plus les temps en kilomètres, etc. Ce qui fait qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai un peu déconnecté de mes... certaines sensations qui viendraient d'un indicateur externe. Parce qu'il y a beaucoup l'indicateur externe. Je me rappelle, il y a des fois, quand je courais, je regardais ma montre, je dis mais t'es en train de courir à 4 minutes au kilomètre, mais tu peux jamais tenir, c'est pas possible, tu vas exploser, c'est des trucs qui sont pas possibles. Alors que factuellement, tout va bien, quoi. Alors que si tu te sens bien, tu sais que moi, je vais pas tenir un marathon à cette vitesse-là, c'est pas mon objectif. J'ai pas la capacité pour le moment de le faire. Si mon objectif, ce serait de le faire sur un 10, mais si je commence à regarder ma montre et que je vois dire non, mais ça, moi, je suis pas capable de le tenir, ça va lâcher. Je me rappelle, par exemple, semi-marathon de Vichy il y a 2 ans. Je pars et tout comme ça, et à un moment, je regarde ma montre, 3,43 km. Et j'ai pas besoin de regarder ma montre pour savoir que je suis sur régime. J'ai pas besoin. Mais je la regarde, je dis,
waouh, quand même, le truc, il est quand même lourd, quoi. Donc là, je lui dis: «Bon, c'est une stratégie aussi, il y a un petit, renfoncement, fallait passer un pont et tout, donc aller assez vite». Et je dis: «Maintenant, à partir de là, j'arrête de regarder la montre, sensation». Et en fait, il y a 3 ravitaillements. Les 3 ravitaillements, je marche pour redescendre le rythme cardiaque et tout. Je repars et je bats mon record, ma montre, elle m'a annoncé que j'allais courir, en, je sais pas, 1:50, un truc comme ça, et je le fais ouais, 12 minutes. 12 minutes. 12 minutes de moins, donc 1:39 pour, Ok. sur 6 000. Donc et en fait, à un moment donné, ma sensation, elle m'a dit: «Bah, écoute, tu comme ça». Et surtout, c'est que le dernier kilomètre, j'étais capable de l'accélérer. J'étais capable d'aller plus vite sur le dernier kilomètre. Donc Ouais. ce qui montre quand même qu'à un moment, la sensation que j'ai de me dire: «Là, je vais trop vite», ma montre, elle me dit: Non, tu es vraiment trop vite». Là, ça corrobore. Et après, dans mes sensations, je me suis calé sur une vitesse en disant: «Bah, voilà, et puis, si je peux accélérer, je vais accélérer, en fait». Je suis d'accord, mais je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de vécu avant de switcher. Parce que moi, j'étais quand même content de suivre un plan d'entraînement un peu. Au moins, je me disais, je fais le taf Ouais. qu'on m'a dit de faire. Je suis entraîné, et voilà, si on verra le jour J si ça passe ou ça casse, quoi. Mais au moins, j'ai fait le taf. Mais bien sûr, mais c'est rassurant parce que moi, je suis, moi, je fais de la prépa mentale. Donc après, je sais que tout ce qui te met en confiance, ce qui a baissé le stress, Ouais. donc si, ce qui te met en confiance, c'est de suivre un plan où c'est marqué, tu dois faire ça et tout, mais moi, je vois des personnes et je vois des messages, je vois des trucs comme ça, qui suivent des plans de plein d'applications, qui sortent de l'entraînement, qui disent, l'application m'a dit de courir entre, 5:35 et 5:42. J'y arrive pas, c'est stressant, je regarde ma montre en permanence et tout, Mmh. et qui sortent totalement dépitées. C'est-à-dire qu'elles sortent d'une séance qui est bonne, Ouais. et en regardant le truc, elles disent: «Je suis pas dedans, j'étais obligé de suivre le truc, je prends aucun plaisir et tout». Et ça, au bout d'un temps, il y a un moment donné quand même, je pense qu'il faut revenir sur la notion de plaisir, et on a beau avoir tous ces outils-là, c'est, si à un moment on n'arrive pas à se connecter sur la vraie sensation, on perd quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas des robots. Moi, j'ai vu des tests, ils montent des lunettes où il y aura les chiffres indiqués. Ouais, j'ai vu ça dans aussi. les vidéos, tout. Ouais. T'en parlais aussi. Ça, et en fait, il y a beau dire ce qu'on veut, on dit oui, les champions. Moi, j'ai interviewé je sais pas combien de champions, Johan Koval et tout, ils ont été champions du monde, les mecs, sur certaines distances et tout. Ils connaissent tous ces temps de passage à la seconde près. Sauf qu'en fait, pendant la course, les mecs, ils ont des meneurs d'allure qui, eux, vont faire ce truc-là. Et ce que je disais dans l'épisode que j'ai enregistré ce matin, c'est de dire, il y a un truc que tu as à faire quand tu es dans la course, c'est juste de dire quelle est l'action que je dois faire maintenant pour que le prochain kilomètre se passe bien. Et c'est pas regarder ta montre. Enfin, franchement, c'est de dire, je me sens bien, je me sens pas bien. Et si tu te sens trop bien, et ça peut être un risque. Tu te dis: «Ah, attends, je me sens bien», moi ça m'est arrivé. Après, je prends le mur une première fois, puis derrière, une espèce d'euphorie. Puis arrête, et je regarde ma montre, je dis: «Non, t'es trop rapide et tout». Et là, bam, deuxième mur. Et alors là, par contre, t'es séché, quoi. Bah oui. Mais ça, c'est la logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, ça devient dur, tu ralentis, donc tu retrouves de l'énergie, tu manges et tout. Et en fait, le grand piège, il est là, c'est que il faut te baser sur ta sensation et tout. Mais il faut aussi te baser sur un peu d'expérience, et puis te rappeler aussi de dire, j'ai pas faim, mais je mange quand même. Parce qu'en fait, si tu attends d'avoir faim pour manger, oui, c'est trop tard. le temps que tu digères, tu peux aller manger sur les Champs-Élysées à la fin, quoi. C'est sûr. Si tu manges après le 30e, à part si tu cours des gens qui vont courir en 8 à l'heure, bon, oui, ils auront le temps de digérer. Mais si tu cours à 10 à l'heure, tu n'auras pas le temps de digérer. Donc ça sert à rien de manger à haut 32, 33. Enfin, je voudrais pas trop donner une distance comme ça, parce que il y a un sponsor du marathon qui est au 32e. C'est pas à moi, il est pas à moi, sponsor. Mais j'étais étonné, je me suis dit, attends, pourquoi ils sont placés au 32e et tout? Et en fait, oui, c'est qu'à partir du 32e, il te reste 10 km à faire. Généralement, t'as pas le temps de digérer. Ou alors si c'est là, c'est de la boisson, des trucs comme ça, donc oui, ça va faire la digestion rapide, mais il faut avoir mangé avant, quoi. Sinon, tu grilles avant, quoi. Justement, au départ, quand tu as commencé, donc tu disais, tu as commencé par du blog. Après, finalement, le format sur lequel tu t'es arrêté, c'est du podcast. Pourquoi le podcast? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce format-là, et du coup, t'es resté sur ce format? Bah, moi, c'est un format qui m'a tenté, mais je sais pas, je crois que mon premier livre, c'est 2009. J'ai acheté des livres sur le podcast. J'ai acheté un kit avec un micro et tout. Et un jour, je l'ai rebranché, ça donne un son qui est totalement il a pris la poussière en plus. Mais j'avais déjà cette envie-là, en fait.
Et moi, je suis plutôt, quand il y a un truc qui arrive, je suis plutôt dans la vague des débuts, des trucs qui commencent en fait. Et ce que j'ai vu aussi arriver à ce moment-là, c'était YouTube. Et moi, j'ai commencé par du blog local. Je faisais de l'actualité sur Clermont-Ferrand. Et j'avais un site qui faisait à peu près 100 000 visiteurs mois, rien que sur Clermont en fait, de gens qui habitaient à Clermont, plus les Auvergnats de Paris. Ouais, très niche, donc, mais très visité. Très niche, mais par contre, l'un des plus gros sites d'actu en France au niveau local, quoi, à l'époque. T'étais rattaché à une structure ou c'était Non, c'était moi. Il y a eu une association et tout, mais je faisais tout seul. Puis après, maintenant que ma femme, on a fait des trucs, même plusieurs sites. Hein. On a fait des sites sur le Clermont Foot, qui était à l'époque qui montait en Ligue 2, un truc comme ça. Et on a même fait des faux programmes, des programmes au nom de notre site qu'on distribuait dans le stade, que les gens pouvaient imprimer parce que le club en faisait plus. Enfin, on a fait tout un tas de trucs dans le genre-là. Et puis, il y a eu la vidéo. Moi, j'ai hébergé la vidéo j'ai acheté un caméscope. J'ai commencé à faire la vidéo. J'ai fait toutes mes interviews en vidéo parce que c'était le truc, quoi. Je me disais, ça va être le truc. Et donc, j'ai abandonné cette idée de podcast. Et puis, quand la vague podcast revient sur 2016-2017, je la reprends sur un mode... Il y a des gars qui font ce qu'on appelait à l'époque du streetcast, ce que Navo appelait du marché parlé. Ouais. Et les gens ont gardé les trucs de Navo marché parlé, alors que historiquement, il a dû en faire 10. Je sais pas s'il en a fait plus que 10 en tournant dans sa chambre. Moi, j'en ai fait 100. Et j'en ai plein qui continuent à le faire. Et le truc, c'est que je prenais mon téléphone, je branchais mon casque, même juste au départ, juste le casque classique. Et puis après, un casque filaire, mais cravate. Et puis micro-cravate, je veux dire. Et je donnais des cours à Vichy à l'époque, donc j'allais en train. Je descendais du train, je marchais en parlant dans la rue. J'arrivais en cours, podcast publié. Mais tu parlais de quoi à l'époque ? Et à l'époque, je parlais de ce que je faisais dans le quotidien. Je commençais à parler de ma perte de poids, comment je commençais à courir. C'était 2016-2017. Presque les tout débuts j'ai envie de dire, ton changement, quoi. Ouais, et puis après, j'ai lancé... Moi, comme mon truc à moi, c'est la création de sites internet, parce que j'ai commencé en fait Internet pour l'anecdote, c'est que quand je découvre Internet, j'ai d'abord en un prof, j'étais à l'UIT, il dit j'ai un truc à vous proposer comme projet, parce que je vois que vous vous ennuyez en informatique, les gars, on était un petit groupe là de 2-3. Il dit j'ai un truc pour vous. Ah ouais, c'est quoi ? Il dit vous avez créé le site Internet de l'UIT. Et c'est un UIT de gestion, c'est pas une UIT informatique. Il dit il y a personne qui a ça et tout, on sera les premiers à faire ça. Il dit, vous êtes d'accord ? Oui. Et puis il dit, vous avez une question ? Oui. C'est quoi Internet ? Alors, Internet. Il a fait un truc, il dit, attendez, je vais chercher. Il nous a donné la clé d'un bureau. Il y avait un seul ordinateur qui était connecté à Internet, avec les modems, c'est bip, bip et tout. Il a dit, je crois qu'il y a Bordeaux qui a un site Internet, allez voir ce qu'ils font, et puis vous faites la même chose. Donc, moi, j'ai commencé par créer un site Internet, on avait consulté Internet, quasiment. Parce qu'on n'avait pas Internet à la maison. On avait l'Internet qui fonctionnait sur disquette. On mettait ça sur disquette, on se travaillait avec notre site et tout, qui faisait des pages et tout. À la fin, il a tourné sur CD. Responsable de l'UIT informatique n'a jamais voulu le mettre sur un serveur Internet. Donc, les portes ouvertes de l'UIT. Les gens ont vu un site Internet, mais qui était en fait sur des CD, des disquettes, des disquettes, je crois, mais pas des CD. Donc, moi, j'ai commencé comme ça tout le temps par la partie création. Et donc, mon métier, après, je travaillais en agence web. J'ai connu les débuts de Facebook. J'ai connu en me disant ça servira jamais à rien parce que c'était une stagiaire qui a eu un compte par une copine qui était aux États-Unis, à elle qui l'avait invitée. Alors il n'y avait personne. Alors, franchement, c'était sur invitation à une époque, ouais. Et donc moi j'avais une stagiaire qui elle a une copine qui est en stage qui fait ses études aux États-Unis, qui a un compte, qui lui donne un compte. Elle dit je peux vous inviter. Et oui, personne d'autre là. À qui je parle, donc pendant 6 mois j'en fais rien de ce truc-là. Donc j'ai toujours cette espèce de vague là comme ça qui de commencer. Et donc, j'ai fait plein de trucs. J'ai créé la première page Facebook de collectivité locale en France. Enfin, j'ai fait des trucs comme ça. Et à un moment donné, je me dis, je vais parler de ça sur un podcast. Donc, je crée un podcast qui s'appelle Votre Coach Web. 2017. Ouais, 2017. Et là, j'étais avec mon micro-cravate des fois dans la rue. Mais le truc, surtout, c'est que j'ai acheté après un premier micro qui se branchait. J'ai cherché mon système et tout. Vraiment bricolage. Mais le but du jeu, c'était de dire tous les jours, je vais publier du contenu. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord 21 jours. Tac, au bout des 21 jours, on part en vacances. Et en rentrant, je dis, je reprends pas. Et je dis, j'y reprends. J'ai repris pour 500 jours d'affilée. Ok. Tous les jours. Tac, tac, tac. Alors des fois, c'était 23h58. Ça passe. Souvent, c'était 5h du matin. Souvent, 23h58.
Et quand ma fille est née, je me suis dit, je peux pas faire du podcast tous les jours avec une petite fille qui arrive et tout, c'est impossible. Et en fait, je me suis rendu compte que le podcast m'offrait une facilité de production qui était énormissime. C'est-à-dire que comparé à écrire, ça allait vite. Comparé à la vidéo, ça allait vite. Je pouvais le faire dans la rue, je pouvais le faire à n'importe quel moment. Et ce que je disais, c'est que si je commence à enregistrer un podcast à 23h45, s'il fait 7 minutes, parce qu'à un moment, j'ai un format de 7 minutes tous les jours, si à moins 10, il est fini d'enregistrer, je sais qu'à minuit, il sera en ligne, quoi. Mon contrat est rempli. Et après, il faut quand même dire un truc, c'est que le podcast, pour moi, il est aligné avec qui je suis. Et moi, je suis un gars qui a grossi quand il était enfermé dans un bureau, vidéo hamster, où c'était métro, boulot, dodo. Et puis, j'ai même la sédentarité m'a même amené à avoir des sciatiques, une hernie, enfin des trucs. Et la solution pour m'en sortir, c'était de bouger, d'être dehors, de marcher, de faire quelque chose. Et donc, à un moment donné, je peux pas dire aux gens, faut marcher, faut courir, faut bouger ou quoi que ce soit, et leur dire, regardez-moi en train de parler dans une vidéo pendant 1 heure. Enfin, il y a un truc qui est pas concevable. Moi, une vidéo, je l'écoute, je la regarde jamais la vidéo. Enfin, désolé, mais j'ai une application sur mon téléphone. Il y a des vidéos, hop, je les charge dedans, ça me la met en audio. Ouais. Je vais courir avec ça. Et puis sinon, j'écoute quelques podcasts, du livre audio, des trucs comme ça. Donc, le podcast, en fait, il est aligné avec tout. C'est-à-dire qu'il est aligné avec mon mode de vie. Il est aligné avec ce que je veux qu'ils aient envie de faire. Il est aligné avec la facilité de produire. Il me permet de faire jusqu'à 16 heures de sport par semaine. J'ai fait une époque en 2023. Là, j'ai fait 12 heures tranquille. Je peux faire du podcast en marchant dans la rue. Je fais un podcast privé. Et la plupart du temps, il est enregistré en marchant dans la rue. Pour mes clients, je fais un podcast privé. Ça leur va super bien. Tout le monde est content. Moi, je suis content. J'ai fait des podcasts en courant. J'ai fait sur mon 24 heures, j'ai fait un podcast en courant pendant 24 heures. Tu vas faire un podcast demain? Non, demain, non. Et le pire, c'est que j'ai les micros Bluetooth et tout, je pourrais le faire. Mais en fait, c'est-à-dire que maintenant que j'ai fait une fois, il sera jamais aussi drôle que sur le 24 heures. Ouais. Parce que celui du 24 heures, j'ai fait l'interview avant de quelques personnes, on n'est pas nombreux. Je le fais pendant toutes les heures, je discute avec des gens que je croise, que je double et tout. Et puis à 2h du matin, j'ai des contractures et je monte sur la table de massage, monsieur Récup, que j'ai eu dans le podcast pas longtemps avant. Je dis, j'ai mal aux jambes et tout, t'as pas un truc? Il commence à me masser et là, je démarre l'enregistrement, quoi. Pendant une demi-heure, mais il appuie comme un bourrin sur les trucs. Et je fais, ça fait mal et tout. Puis je dis, il te fait mal, mais ça fait du bien, monsieur Récup et tout. Et si je l'ai gardé en intégralité, le truc. Les gens en intégralité, il y a eu ça. Et après, j'ai à un moment donné, à 5h du matin, j'ai les messages audio qui arrivent de soutien, ou 5-6 heures, je me mets à pleurer. Donc, tout ça, je l'ai gardé. Et puis, à la fin, j'ai un gars qui débarque, un papy, sur le bord du chemin, et qui me dit, je peux courir avec vous? Alors, ouais, ça fait 23 heures que je cours, et tout. Ouais, vas-y. Et ce papy, il s'appelle Jean-Claude, et j'ai appris qu'il a 78 ans. Et ce gars-là, il discute, il me dit, ouais, moi, je cours comme ça, je fais ça et tout. Et j'enregistre. Je lui dis, vous savez, Jean-Claude, en fait, moi, dans mon podcast, je parle de ma volonté de devenir un vieillard galopant. Je dis, vous êtes juste la personne que j'ai envie d'être dans 30 ans. Juste ça. Et ça peut faire ce qu'on veut, je ne le reproduirai jamais. Bah oui, c'est sûr. Cette rencontre, je ne la reproduirai jamais. C'est-à-dire que Mehdi, qui a organisé le 24 heures, il m'a dit, quand j'ai vu qu'il venait de parler, je dis, mais pourquoi Enfin, on est une centaine à passer devant lui. Pourquoi il s'arrête avec moi? Pourquoi il discute et tout? C'est un truc improbable et je pourrais jamais le reproduire. J'ai beau faire ce que je veux, je pourrais pas le reproduire. Alors, j'ai fait des podcasts en roulant sur mon vélo. Kilomètre 150, c'était mon podcast sur je me mets au vélo, je vais faire des courses de vélo. Le jour où je reçois le vélo, j'ai le téléphone, le micro-cravate, les premiers kilomètres, je les enregistre. Parce que, sauf là, en partie route, mais dès que j'étais sur les chemins, j'enregistre. J'ai enregistré des épisodes en pleine forêt, j'ai enregistré des épisodes dans la tempête. Tout ça, je peux le faire avec le podcast. Et en plus, je pouvais les monter, j'arrivais genre à minuit, pendant que mes pâtes, elles chauffaient. Hop, je faisais le podcast, je finissais de le monter, je publiais. Hop, ensuite, je me mettais dans mon duvet. J'avais même pas besoin de me soucier, pas de montage. La connexion, le fichier, il fait 10 mégas, donc avec un 5G, ça passe tellement facile. C'était trop confort, quoi. Je sais qu'il y a des gars sur TikTok et tout, j'en suis, qui mettent leurs aventures, mais le temps de montage qu'ils ont... C'est beaucoup plus de taf, ouais. C'est pas le temps que moi j'ai, quoi. C'est-à-dire que moi, sur le vélo, il y a un jour, je fais 220 km, quoi. Quand je fais 220 km,
J'ai juste envie de manger et de dormir à l'arrivée. Hein. Et trouver déjà un endroit où je peux poser le vélo. Donc à un moment et je le sais, parce que ceux qui font leurs aventures en vélo comme ça, ils vont rouler 5-6 heures. Moi, il y a des jours, j'ai roulé 18 heures. Ouais. Donc on n'est pas dans le même... Mais après, c'est pas la même logique. Et c'est vrai que si je voulais percer, par exemple, sur TikTok, si je voulais aller sur Instagram, il faudrait que je fasse plus de vidéos et des histoires plus complètes et tout. Il faudrait limite un caméraman avec toi, il faudrait parce que ça, tu sais, si tu veux vraiment... Mais moi, c'est contraire à mon mode de fonctionnement. Bah oui. Moi, je suis un gars, je suis un introverti, en fait. Donc, je suis un ermite. Hein. Je fais tous mes podcasts en audio, mais je les filme en vidéo, mais je publie jamais les vidéos. On filme avec Riverside et tout à distance, etc. Si j'ai pas du temps tout seul, ça va pas. Le matin, je vais courir, il y a personne sur les chemins. Et ça me va super bien, en fait. Donc, je vais pas me rajouter des gens à gérer. Ouais. Parce que déjà, j'ai pas envie d'avoir une équipe. Parce que le solopreneur, c'est ça, en fait. Le concept de solopreneur et solopreneur durable, c'est de dire, si j'ai envie de faire ce plus beau métier du monde le plus longtemps possible, si jamais je dois commencer à gérer une équipe, et ça me rappelle trop mon ancien boulot, c'est sûr que je suis mort. Ouais. J'y arriverai pas. Envoyer, faut que tu me fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que je regarde à nouveau la vidéo pour voir si elle est bien montée ou quoi que ce soit. Et j'ai pas envie, en fait. Ce truc-là, j'ai pas envie. Si j'ai envie, l'été dernier, je suis parti 7 semaines en vacances. À peu près. Enfin, voilà, il y a, ou 6 semaines. Alors, entre les bouts de semaine, le vélo et tout, je me dis, si jamais il y avait des gens qui attendaient que je leur donne des consignes pendant ce temps-là, c'est sûr. c'est pas gérable. Et moi, le matin, à 5h du matin, je vais courir sur la plage et je dis, oh bah tiens, je vais faire un petit podcast et ce sera mon podcast de la semaine. Et les gens me disent, oh, c'est cool, on a entendu la mer, les mouettes, etc. et tout. Ouais, c'est brut. C'est presque du live, en fait. Ouais, c'est du live que tu peux consulter à tout moment et que moi, je diffuse en décalé. En tout cas, tu peux être très dans l'instant et te dire, bah là, j'ai envie et du coup... Ouais, puis j'ai fait des trucs. Alors, il y a une ou deux personnes des fois qui critiquent en disant, ah, mais je préfère le son en studio et tout. Et en fait, je me rends compte, ces personnes-là, souvent, c'est qu'elles écoutent le podcast. Bah, en fait, elles sont chez elles. Ouais. Elles sont dans des conditions un peu presque parfaites, avec un bon casque et tout. Et elles vont chercher une qualité audio. Mais en fait, moi, la qualité audio, je m'en moque un peu sur le truc. Et encore, maintenant, j'ai un meilleur micro, j'ai un petit enregistreur et tout. Donc, j'ai augmenté ma qualité audio. Et l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, ta qualité audio, le micro, c'est top. Enfin, c'est top. Par rapport à ce que j'ai comme moyen, on n'est pas dans des studios et tout. Mais en tout cas, elle est bien meilleure que ce que je faisais au début. Mais en fait, j'ai fait plus d'1 million d'écoutes avec une qualité audio qui est pas bonne. Soyons clairs, avec un micro qui était le Raspberry Blue, qui est un tout petit micro, tout petit. Mais je connais une créatrice de contenu qui a fait 100 000, qui a eu sa plaque YouTube avec ce même micro. Hein. Donc, et on a beau dire le son. Le contenu, c'est pas mal aussi, quoi. Le contenu, il est là. Si le son est mauvais, oui. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est le contenu minimum viable. C'est la qualité minimum qui suffit pour dire le son est assez bon pour que je l'écoute. Oui, il faut quand même que ça reste écoutable. Il faut pas que ce soit affreux, voilà, faut pas que ce soit affreux. Mais sur mes micros, je mets des bonnettes quand je vais courir. S'il y a trop de bruit, s'il y a une route qui passe. Enfin, il y a des trucs. Les propriétaires de Harley Davidson, les propriétaires de mobylettes, de quelques pétrolettes un petit peu comme ça, ça m'énerve. Voilà. L'autre jour, j'ai un gars en Harley qui est passé, mais c'est pas possible, j'entendais. Et dans le micro, en plus, comme les micros captent encore plus, on l'entend encore plus loin, quoi. Ouais. Donc là, je dis, je fais une pause, je laisse un blanc, je remonte, et puis c'est pas grave. Mais le montage, tant d'épisodes, un montage, ce matin, je l'ai monté sur mon iPad. J'ai enregistré sur mon téléphone, j'ai monté sur l'iPad. 8 minutes. J'ai calculé. L'épisode, il fait 33 minutes. Donc, sincèrement. Tu montes avec Ferrite, non ? Ouais. Ouais, pareil. Monte avec Ferrite. Et quand j'étais sur mon vélo, je montais avec Ferrite sur l'iPhone. J'ai un modèle de document, j'ai mon logo sonore, j'ai ma musique. Bam, j'insère et c'est parti. Et sous-côté cette application. Ouais, puis moi, j'ai pris la version premium pour je ne sais pas quelle raison. Je sais même pas si je me sers de la version premium en plus. Donc, j'ai mis un petit equalizer, un petit peu, à un moment donné, un peu de compression. Je me dis, bon, le son est pas mal. Puis j'ai un petit micro-cravate. Maintenant, je suis passé j'ai du Bluetooth. Ouais. C'est quand même plus pratique. Parce que, en fait, le problème, c'est que j'en tue quand même des micros, quoi. Il y a un moment donné. Oui, par contre, à force. Tu vas dehors avec. 3-4 micros, quand tu passes 3-4 micros cravate par an. Ah oui, 3-4 par an. Ouais, il y en a un qui est passé à la machine à laver. Il y en a un qui s'est baigné. Là, le dernier, le câble a un peu tendu. Il y a une espèce de bruit de fond qui venait toujours, là. Je dis là, ce bruit de fond, il est pas normal, quoi. Et donc, je sais que c'est la fin de vie.
Donc, au bout de racheter un micro, un autre micro, je dis, bon, là, j'ai un micro Bluetooth, je prends maintenant les micros Bluetooth et le son est meilleur. En plus, il y a un traitement audio dessus, quand même. Il faut dire ce qui est, quoi. Tu parlais un peu de ta vie d'avant, ton travail en agence. Il y a eu un moment de bascule ou alors ça s'est fait petit à petit vers la création de contenu pour toi? Moi, j'ai eu un gros moment de bascule, c'est que j'ai travaillé donc en agence web pendant 6-7 ans. Ouais. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce qu'il y a un truc qui m'énervait, c'est tu livres un site à un client, puis le client, il fait n'importe quoi avec, en fait. Ouais, ok. Je voyais mon graphiste en face, il s'énervait, il disait, oh, punaise, on va leur faire un beau site, et puis dès qu'ils vont taper la mise à jour, mettre une couleur qui clignote et tout, ça va être moche. Et en fait, je rêvais de travailler sur des sites au long cours en disant, on a plusieurs années pour développer de l'audience, le SEO et tout. Donc, je suis parti travailler conseil régional. Et j'ai un contrat, j'étais contractuel, donc j'ai un premier contrat de 3 ans. Ok. Mais ça se passait pas très bien. Mais avec les élections et tout, on m'a dit oui, on te gardera, tu auras une promotion, tu pourras devenir chef de service, t'occuper du numérique ou je sais pas quoi, enfin bref. Sauf que le président était tellement pris dans sa campagne qu'il a oublié de renouveler mon contrat. Donc à la fin de la contrat, je dis, je viens lundi ou pas? On me dit oui, on te garde, tu viens lundi. Et puis j'ai un nouveau chef qui est arrivé, qui lui, alors, vraiment, et il a tout fait pour que je parte en fait, grosso modo. Et je me suis retrouvé 5 mois d'arrêt pour harcèlement moral. Donc mon médecin m'a dit, vous retournerez plus jamais travailler là-bas. Je tremblais le matin quand j'allais au boulot, quoi. Ouais, j'étais en burn-out. Bah, à l'époque, on met pas un burn-out. Ouais, ce qu'on met, c'est je suis sous antidépresseur. J'ai une collègue, je me rappelle le premier jour, qui me dit, t'as pas fait de conneries quand même là? Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme conneries? Elle me dit, bah, je sais pas et tout. Je dis non, je dis ce matin, au moment j'arrivais pas à faire le code d'ordinateur. Mes mains tremblaient, tellement de trucs. Donc quand j'ai réussi, la première page que j'ai ouverte, c'est chez le médecin pour dire, docteur, là, j'ai un truc qui va pas, quoi. Et donc, j'étais arrêté un mois, un deuxième mois. Après les vacances de Noël, je reprends 2-3 mois. Et puis au bout d'un moment, le truc, il se passe vraiment pas bien. Et il y a à ce moment-là, il y a le tribunal administratif qui commence à faire des dossiers et qui a dit, votre prolongation de contrat, monsieur Soulier, elle n'est pas légale. C'est-à-dire que le conseil régional n'avait pas fait ce qu'il fallait pour que mon contrat soit fait. Ils auraient dû mettre des concurrences, demander à tout le monde, proposer ça à des... Et donc, au début, il me dit, oui, non, mais on va le défendre. Vous inquiétez pas. Et puis, un jour, le tribunal administratif, il marque, non, appel rejeté. Et voir les RH, ils me disent, vous voulez faire quoi? Vous voulez rester? Nous, on est obligé de casser le contrat et tout. Je dis, vous avez vu les conditions? Il dit, vous me défendez pas et tout. Qu'est-ce que je reste? Je dis, je m'en vais. Je dis, il y a juste un contrat, c'est que moi, au 1er juillet, ça fera 1 an que j'ai mon salaire actuel, une augmentation de salaire. Je vais avoir le maximum dont le contrat se termine. J'ai vérifié avec le Pôle emploi que j'aurai mon chômage, quoi. Et vous m'embêtez pas, quoi. Sauf qu'ils n'ont pas compris qu'il ne fallait pas m'embêter, certains. Donc ils m'embêtaient. Le médecin m'a dit, non, on va y arrêter. Jusqu'à votre fin de contrat, on vous arrête. Hop. Et donc j'étais arrêté. Et ce jour-là, j'ai décidé un truc. J'ai dit, maintenant, je veux plus travailler en salarié. C'est fini. Et surtout, je veux choisir avec qui je travaille. Et donc là, je me suis lancé freelance, donc freelance en community management, en création de sites, travaillé pour un marchand de vélo, je fais de la formation pro, formation... Et dans quelle année, là, à peu près? Il y a 13 ans de ça, maintenant. Ah, ok, d'accord. À peu près. Je me rappelle plus l'année exacte, on va dire 2012, dans ces zones-là. Ok. Et donc, je fais du community management, je fais du blog pour des clients, on va faire les photos, je fais des photos, je fais tout, là. En fait, je pouvais tout faire, hein. Moi, j'ai un client, il vend des vélos. Un jour, il reçoit une nouvelle pièce. Hop, je fais la photo, on fait tous les angles et tout. Je mets sur son blog, on fait les réseaux sociaux. Enfin, une espèce de couteau suisse, quoi. Le truc. C'est l'homme à tout faire. Ouais. Je faisais la formation. J'ai fait 12 ans d'enseignement à la fac, en université. Et j'ai même été maître de conférence, donc avec un poste de titulaire en tant que maître de conférence. Et en fait, à ce moment-là, je développais mes podcasts. J'avais toujours mon activité, blog, podcasting en parallèle. C'était en parallèle, ouais. Toujours en parallèle. Et donc, il y a un moment donné, quand même, il faut dire que votre coach web, je voulais en fait le monétiser par le biais de formation en ligne. Et j'étais premier de la catégorie marketing, etc. Mais j'avais 0 client. C'est-à-dire que ma première formation, quand je la mets en ligne, j'ai 3 clients. Et encore, je crois que c'est vraiment par sympathie. J'osais pas la vendre. Enfin, j'avais tous les trucs. Je pouvais pas gagner d'argent comme je faisais, quoi. Soyons clairs. Et en même temps, donc, quand je me décide à courir mon premier marathon, j'ai décidé de faire un journal de préparation du marathon. Donc, c'est ce qui s'appelle Kilomètre 42. Et Kilomètre 42, c'est le mec qui veut fêter ses 42 ans en courant 42 km. Ok. Et je lance ça pendant l'été, genre 14 juillet. Et je commence comme ça.
Je me blesse. Donc là, je me dis, ouais, c'est fini, tout arrête. Et puis moi, je regardais pas les stats. De toute façon, dans les bonnes histoires, il faut toujours une blessure ou quelque chose. Et je regarde jamais les stats, moi. Les stats, je les regarde jamais. Ouais. Pendant 6 mois, je regarde jamais les stats. Et donc là, quand même, je me dis, est-ce que je reprends le podcast? J'aurais quand même envie de faire ce marathon et tout. Et donc, je me dis, je vais me repréparer, trouver un autre truc. Et là, je regarde les stats et je vois les stats du podcast. Je dis, c'est pas mal quand même. Enfin, franchement, il n'y avait pas... je sais pas, je vais dire peut-être un chiffre, il y avait peut-être 25 000 écoutes des premiers épisodes. T'avais pas de stratégie pour faire connaître le podcast particulièrement? Non, rien, je parlais tout seul dans mon coin. En fait, il était publié le mercredi parce que le mercredi, j'ai un entraînement de club. Donc pour moi, le mercredi, c'était je fais le bilan de ma semaine, j'attaque une nouvelle semaine d'entraînement, donc je fais ça comme ça. Et il n'y a même pas d'entraînement de club parce que c'était les vacances. Et donc j'ai commencé à faire ce truc-là. Et puis je dis bon, je vais documenter ma préparation pour le marathon de Paris. Marathon de Paris, il se court. Blues. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais quand même documenter le blues, ce qui se passe derrière. Ouais. Et puis, je me dis, je vais te faire une autre course peut-être, je vais essayer de faire quelque chose. Je me dis, ça peut m'aider, quoi. Donc, je commençais un peu à développer, j'avais commencé à avoir quelques invités, des trucs comme ça. Et puis, un jour, je reçois un mail. Et en fait, moi, mon rêve d'enfance, c'était d'être sportif. Je faisais du sport, je voulais faire des courses et tout. Alors, je voulais être footeux, etc. Et les stars, c'est sponsoriser les stars. Et donc, moi, c'était mon rêve. Et un jour, je reçois un mail et on me dit « Bonjour, monsieur Soulier, on a vu votre podcast, Kilomètre 42, ouais. On a quelqu'un qui voudrait sponsoriser votre podcast, mais il y a une condition, c'est qu'il faut que vous le déménagez, vous venez chez nous. » Moi, j'ai créé sur encore.fm, maintenant Spotify Creators. D'accord, c'est gratuit. On me dit « Vous serez hébergé gratuitement. » C'est Acast, tu veux le dire. Faire quoi? Donc, et c'est Acast et qui me dit ça. Okay. Et je lui dis « Ouais, d'accord, il faut faire quoi? » Il me dit « Vous signez un contrat. » Ok. Et puis, alors moi, sur le coup, je me dis, bon, c'est cool. Puis je leur dis, j'ai quand même une question, quoi. C'est qui le sponsor? Et il me dit, c'est Nike. Et là, je dis, attends. Vous êtes en train de me dire que moi, le gars qui court, qui se trouve un coureur lent, qui avance pas, qui est... moi, je me traitais d'escargot et tout, quoi. Je me disais, courir un marathon en 3h46, c'est lent. Alors que la moyenne, elle est beaucoup plus lente que ça, quoi. Enfin... Et là, il y a Nike qui vient me voir pour vendre des baskets et des applications. Vous pensez pas qu'il y a un problème? Alors là, le syndrome de l'imposteur, il a fait bing. Et ton rêve d'enfant fait genre wow. Et mon rêve d'enfant, l'enfant intérieur là. Ce truc-là, mais c'est pas possible. Et là, j'ai dit allez, moi, on signe et tout. Et je me rappelle et tout. Et franchement, il y avait plusieurs milliers d'euros. Quand j'ai vu, j'ai dit cette somme-là que je peux gagner avec le podcast. Il y a un truc. Sachant que ça me fait pas de travail en plus. Parce que le seul travail en plus, c'était d'enregistrer 3 audios. Et après, l'année d'après, j'ai eu Adidas, je crois. Adidas m'a envoyé des baskets et eux, ils ont fait un truc. Et en plus, il y avait un épisode spécifique que je devais faire pour le sujet, mais qui était un épisode que j'aurais traité dans tous les cas. Et en plus, ils ont dit oui, alors nous, on va mettre de l'argent sur Spotify pour faire connaître le podcast, pour amplifier l'épisode. Ah, trop bien. Bam, ça a fait le truc encore. Et puis ensuite, il y a eu d'autres sponsors qui sont rajoutés. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon, comment je peux faire? Et puis je commence à discuter avec un gars qui me dit ah bah attends, moi j'ai un contact chez un tel. Hop, je commence à démarcher un premier sponsor et puis un deuxième sponsor. Donc, j'ai ce qui vient par Acast, j'ai ce qui vient par mes propres partenariats. Et à la fin, je regarde la somme, je dis, c'est peut-être mon plus gros chiffre d'affaires que j'ai fait. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir moins travaillé. C'est le cas sur l'année du 23, du 24. Sincèrement, quand je regarde ce que je fais, mon temps de travail, quand je regarde ce que je faisais avant, je me dis, j'ai plutôt la belle vie. Même si, bien sûr, on veut toujours gagner plus. Mais par rapport à ce que je fais, ça me laisse du temps pour créer des formations. Je me suis formé en préparation mentale, je me suis formé en nutrition. Je lis, je sais pas combien de bouquins par semaine pour accompagner, et je peux faire de l'accompagnement, je peux faire plein de trucs. Donc, l'idée, c'est de dire, la pub, ça va peut-être pas durer longtemps, parce qu'on sait pas quand même. J'ai connu l'ancien, pour anecdote, quand j'ai commencé dans le blog, il y a un été, on s'est acheté un caméscope, un appareil photo, un ordinateur, avec ma femme, avec juste une publicité sur un blog. Une publicité, c'était du Google AdSense à l'époque. Il y a une page du blog qui a explosé, il y a une pub en dessous. Les gens ont tellement cliqué dessus qu'à la fin du mois, ça faisait genre l'équivalent de 5-6 000 euros, quoi, en un mois de pub. Ouais. Tu peux reproduire sur Google AdSense maintenant, c'est irréalisable. Ou alors, il faut des millions, des millions. Donc ça, moi, je le sais. Je sais que ce truc-là, je sais que les CPM sur YouTube, ils baissent en permanence, sauf si on est sur des super niches et tout. Donc sur le blog, sur le podcast, je veux dire, je le sais ça. Et je sais qu'à un moment donné, ça peut faire des fluctuations. Moi, je me débrouille pour que les podcasts soient le mieux référencés et je vais accompagner des podcasteurs s'ils le veulent. Je vais accompagner des gens qui veulent se remettre en forme et courir leur premier marathon.
je peux le faire. Et puis je dis, je vais aussi dire, je vais accompagner des gens qui veulent faire ce plus beau métier du monde le plus longtemps possible. C'est pour ça que je dis, je peux accompagner du créateur de contenu, du podcasteur, quand on va se dire, comment j'ai un mode de vie équilibré, comment j'arrive à ne pas me griller en faisant toujours le truc. Alors après, il y a chacun a des choix, on fait des choix drastiques des fois sur des trucs. Moi, je suis papa, je vais chercher ma fille à l'école 2 fois par semaine, je vais l'amener tous les matins à l'école. Elle mange 2 jours par semaine à la cantine. Et ça, je pense que c'est un luxe qui est énormissime. Et le prix à payer, je sais que c'est peut-être de gagner moins d'argent. Mais par contre, le temps passé avec ma fille, il est incommensurable. À une époque, je faisais 107 kilos. J'en ai perdu 27. J'ai peut-être plus de stress qu'à l'époque. Mais par contre, mon projet 50, c'est-à-dire que l'an prochain, j'aurai 50 ans. L'idée, c'est quand même de me dire, est-ce qu'à 50 ans, je suis plus en forme qu'à 40 ans? Très probablement, oui. Est-ce que je suis plus en forme qu'à 30 ans? Ouais, très probablement. Est-ce que par rapport à ce que je voulais faire à 20 ans, je suis plus en forme? Peut-être pas. Mais par contre, je sais où je veux aller. Alors qu'à 20 ans, je veux gagner le plus d'argent possible, j'aimerais faire ça, ça et ça et tout. Et je dormais pas, je mangeais n'importe comment et tout. Donc je pense que le prix à payer est des fois un peu lourd sur de se dire c'est plus galère que... Il y a des fois, je me suis dit, attends, je vais prendre un boulot salarié. Et puis là, j'ai le truc, je me rappelle, j'ai dit, non, c'est pas possible. Tu peux pas refaire ça. Et puis, le prix à payer d'un boulot salarié, ça serait aussi de dire, ma fille, le matin, je la dépose à la garderie. Le soir, on la récupère, je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Je la vois pas, je travaille pas à la maison. T'as pas le temps en plus de faire autant de sport et tout. Ouais, et puis je serai obligé de mettre c'est souvent un costume. Au lieu de travailler en short et en stong, la plupart du temps de la journée, ou mettre mes sacs à dos bien larges, minimalistes. Si je veux aller courir à 5h du matin, j'y vais. Si je veux aller courir... Enfin, moi, le choix d'aller courir à 5h du matin, c'est un choix. C'est pas une obligation. Le choix d'aller courir... par exemple, je cours 2 jours. Il y a des gens qui me disent, t'as de la chance. J'ai créé ma chance d'aller courir 2 jours. C'est sûr. L'hiver, oui, je vais courir 2 jours. Je cours toujours 2 jours. Sauf quand il y a un lever de soleil. Et là, c'est moi qui lève le soleil, je le réveille. C'est le truc. Et des fois, je prends un sac à dos, je vais me faire un café au lever du soleil, ce que j'ai fait le 1er janvier. Mais ça, c'est un choix. Je connais des gens, c'est une obligation. Ils vont courir. L'autre jour, j'ai vu un gars, je suis allé prendre mon train. Le gars, il avait la frontale, etc. C'est le seul slot. Parce que c'était le slot qu'il avait pour préparer un trail, le gars. Il est en équipement de trail, il y a tout le truc. Je me dis, ça se trouve, le gars, ça fait 3 heures qu'il tourne sur les chemins. Et forcément, il y a un truc qu'il a pas fait, c'est soit il a pas dormi, beaucoup, potentiellement, soit c'est peut-être, il a peut-être des enfants et c'est sa femme qui est en train de s'occuper des enfants. Et à l'heure à laquelle il est là, il les amènera pas à l'école. C'est certain. Comment faire tout? Il y a ce choix. Et en fait, sur chaque décision, on a un prêt à payer. Moi, le prêt à payer, j'ai dit, voilà, j'ai ça. Et si je peux développer d'autres trucs, je vais pas me priver. J'ai un sponsor qui est rentré la semaine dernière. Hier, quand ça s'appelle Sport Nutrition a passé le million d'écoutes depuis la création du podcast. Ouais, je me dis, ça se développe mon histoire. Sans faire plus de travail. Par le référencement naturel, par des mots-clés, par des trucs. Retrouve la forme, va tranquillement se développer. Et puis peut-être ça va faire un relais avec d'autres personnes. C'est pas du tout les mêmes audiences. Elles ont pas le même âge. Déjà, je dis c'est des femmes parce que j'ai pas du tout les mêmes parcours d'audience et tout, pas les mêmes engagements. Et je fais pas les mêmes choses aux mêmes personnes. Il peut y avoir des croisements intéressants, quoi. Et Solopreneur durable, le podcast, il est aussi dans cette optique-là. C'est de dire, si tu veux, mon optique, de toute façon, c'est de dire, moi, j'ai pas envie d'avoir une équipe salariée ou quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, on se débrouille pour faire un truc léger. Un truc léger, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. Ça veut dire que chaque décision, elle est conduite par quel est le prix à payer de la décision que je prends. Et si, par exemple, il y avait un prix à payer de dire, je vais faire que des podcasts vidéo dans des studios, déjà, clairement, je suis mal barré, quoi. Faut le faire, faut le créer, quoi. Oui, mais du coup, c'est moins léger. C'est pas léger, et puis il faut que je crée une structure et tout. C'est sûr. Est-ce que je vais faire venir des gens? Est-ce que t'as envie de le faire déjà? Est-ce que j'ai envie de le faire? Et puis, si t'es à Paris encore, tu loues des studios. Mais là, je me dirais, il faudrait que je monte, parce que j'en connais certains qui font ça. Ils montent à Paris, enregistrer leur podcast. Ils vont faire du trajet, ils vont faire tous leurs trucs et tout. Moi, du jour au lendemain, si j'ai envie de créer mon épisode, et c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. La semaine dernière, en 2 jours, j'ai créé 5 épisodes de podcast. C'est impossible dans une structure. Je peux pas le faire autrement. Mais ça, c'est un choix. Il y en a qui me disent, faut faire la vidéo. Ouais, mais je pense que même mon alignement, c'était l'épisode de Solopreneur que j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai dit mon alignement marketing, ma communication, c'est de dire, je pense que de toute façon, on est mieux loin de l'écran par moment. C'est vrai. Et donc que les gens
Moi, je m'adresse à des coureurs, je leur dis, écoutez-moi en marchant, écoutez-moi, pas dans votre canapé, quoi. Ouais. Pas dans votre canapé. Écoutez-moi en courant, écoutez-moi en marchant, en faisant du vélo, enfin, ce que vous voulez, mais bougez. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, et ça m'a fait rigoler parce qu'il m'a dit, ça doit être cool, hein, ton podcast, de l'écouter en courant, mais quand on l'écoute quand on est dans sa chaise, c'est pas super génial, agréable. Et je dis, vous l'écoutez en courant. Je courais sur le bord de la plage, il y a des mouettes, t'entends mes pieds qui courent dans l'eau, va l'écouter en courant, en fait. Et ma cible est là. Et si l'audience, elle est pas là en face, j'aurais peut-être moins d'audience. Mais il paraît que c'est ça, la niche. Moi, j'arrive pas à trouver une niche, en fait. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai voulu changer la vignette du podcast de QL 42, et dessus, j'ai marqué courir après 40 ans. Et quelqu'un m'a dit, c'est vachement excluant quand même de dire que tu t'adresses qu'à des gens qui ont plus de 40 ans. Alors oui. Parce que moi j'écoute, hein. Vous êtes des jeunes. Mais je dis, tu sais, il y a un truc qui est drôle quand même. Hein. C'est que l'histoire du QL 42, c'est un mec de 40 ans, enfin, qui aura bientôt 42 ans, qui se met à courir, qui a jamais couru depuis 15 ans, et qui dit qu'au moment, lui, à 42 ans, il fait un marathon. Ça fait 8 ans que je ne parle que de course après 40 ans. Je n'ai jamais connu la course, par hasard des autres podcasts de course. Il y a des trucs, mais c'est hallucinant. Moi, ils se posent des questions et tout sur les trucs. Je dis, mais moi, à mon âge, c'est pas ça qui m'intéresse, les gars. Moi, on n'a pas les mêmes perspectives, on n'a pas les mêmes choses. Alors oui, bien sûr qu'il y a des jeunes qui vont écouter. Et un jour, il y a un gamin, il m'a dit, il a 17 ans, il dit, moi, tu sais, moi, j'écoute le podcast. Ouais, mais statistiquement. Oui. Ouais, t'es pas dedans, quoi. Et puis moi, les clients qui vont venir, c'est pas eux, c'est des personnes. L'autre jour, je peux te dire, Françoise, 60 ans, qui me dit, moi, je suis en train de stresser sur mon marathon. Bah oui. Et j'ai fait ça, et avec l'âge, je me rends compte que c'est plus difficile. Qu'est-ce que je peux faire? Bah oui, c'est ça. Et puis, je te parle même pas de tous ceux qui se reconnaissent en moi, et qui disent, ah, moi aussi, j'ai repris le sport, moi aussi, j'ai fait ça, ça montre que c'est possible et tout. Donc, à un moment, oui, je vais finir par remettre courir après 40 ans, parce que je pense que peut-être ça sera courir après 50 ans et tout. Et en plus, je suis positionné pour. Il y a des gamins, et ils disent aux gens de courir après 40 ans, ils en ont même pas 30. Ouais. Alors, après 50 ans, ils n'en ont pas 30. Moi, quand on est bientôt 50, je sais ce que c'est, quoi. C'est-à-dire que là, je suis en train de relire un livre qui s'appelle Storybrand. Je relis le truc, je dis, mais attends, le mec, il me rééclaire sur tout mon positionnement. Mais c'est moi qui n'ai pas cru. Ça, c'est un truc en création de contenu. Quand on n'y croit pas, on dit, oh non, mais ça, j'y crois pas trop. Il n'y a jamais personne qui va prendre ce truc-là. En fait, si, quoi. Et là, la logique. L'heure tourne, donc je pense qu'il va falloir qu'on arrête, mais c'est passionnant, on pourrait encore discuter très longtemps. On pose une dernière question avant de finir, qui est qui est-ce que tu aimerais bien entendre sur ce format? Est-ce qu'il y a un créateur, une créatrice Ouais, un créateur où tu aimerais bien avoir un peu ses coulisses, quoi. Moi, il y a des gens dont j'aimerais bien voir les coulisses. En fait, c'est des gens qui sont dans des... En fait, c'est des créateurs de l'ombre. C'est-à-dire que on voit toujours les créateurs qui sont bien en vue et tout. Mais en fait, je me suis toujours demandé c'était quoi les coulisses de gens qui font des montages de vidéos, parce que moi, j'ai vu les coulisses de la politique. Moi, j'ai travaillé dans le monde politique, j'ai vu ce que c'était. Je sais qui écrit les discours. Et des fois, je me dis, mais en fait, il y a des gars qu'on voit beaucoup, ils écrivent pas les scripts des vidéos, ils les montent pas et tout. Mais comment on bosse pour ces gens-là, en fait? C'est quoi l'histoire Parce que moi, par exemple, j'ai discuté un jour avec une dame qui écrit des romans, mais qui les signe pas, en fait. Elle est, elle est ghostwriter. Ghostwriter. Mais je me dis, mais comment on fait pour rentrer dans la peau d'un ghostwriter? Ça, c'est vachement intéressant parce que elle peut pas dire pour qui elle écrit. Ouais, c'est vrai. Elle peut pas le dire. Et l'autre jour, une fois, je discutais avec elle, j'avais rencontré sur un stage, et elle me dit, alors lui, il est champion du monde. Alors après, pendant des mois, tu sors les bouquins, tu dis, attends, je cherche tous les champions du monde. C'est en train de sortir un bouquin. Mais il y en a plein, en fait. Elle me dit, ceux-là, j'ai fait un footballeur, j'ai fait ça et tout. Je dis, waouh. Alors, j'ai commencé à creuser pour discuter et tout. Et ça, j'aimerais bien. Je me dis, c'est parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui veulent pas prendre la lumière. Moi, j'ai besoin de la lumière. C'est-à-dire que moi, j'étais souffert de pas avoir la lumière. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui veulent bien créer, mais qui veulent pas prendre la lumière. Et la magie d'Internet, c'est qu'il y a plein de métiers. Et il y en a qui sont monteurs. Effectivement. C'est pas mon truc. Monteur de podcast, etc. Je suis démarché toutes les semaines pour ça, j'ai pas envie. Mais par contre, copywriter, ghostwriter, même les monteurs et tout, c'est quoi leur coulisses? Comment ils arrivent à travailler? Et comment ils arrivent à se mettre dans la tête des gens qui représentent? Parce que le travail qu'ils représentent aussi, c'est eux, quoi. À un moment donné,
Et en écrivant, en plus, le pire, c'est que je me dis, comment ils arrivent à mettre les mots dedans? C'est encore pire, quoi, le truc. Moi, j'ai du mal, je sous-traite rien, moi. Donc, j'ai du mal à voir comment quelqu'un écrirait comme moi. Bon, faut pas le dire, mais ChatGPT, je l'ai bien dressé quand même. Il sait écrire comme tous mes mentors, comme toutes les personnes que je fais. Enfin, il sait écrire, j'arrive à le faire écrire vraiment comme moi maintenant et comme n'importe quel, plein de gens. Ça t'a aidé ça t'aide l'IA dans la préparation de tes épisodes? Bah, en fait, je me suis rendu compte dans la préparation des épisodes, non. Parce qu'en fait, ça me ralentit. Sur la préparation des épisodes, c'est-à-dire qu'il a tendance à me faire des plans qui me correspondent pas, quoi que ce soit. Ce que je lui demande, c'est de corroborer mes sources. J'utilise Perplexity, par exemple, pour dire, vérifie toutes mes sources, vérifie mes chiffres. ChatGPT, je lui dis, voilà, tu connais, il a une dizaine de plans de mes podcasts. Je dis, voilà, hop, tu colles là-dedans, vérifie que ça colle, regarde mets-moi des trucs, des objections qu'on pourrait mettre. Est-ce que tu vois une objection? Et là, il me dit, le truc, là, faut peut-être rajouter. D'accord, ok, je traite l'objection. Tac, ça, je fais ça. Et après, par contre, ce que je vais faire, c'est que si j'enregistre sur des outils comme Riverside, il va me sortir tout le transcript. Ouais, ça, c'est pratique. Je mets tout le transcript et je dis, maintenant, tu me sors la liste à puces, tu mets les timestamps si je veux la mettre, etc. Et tu me donnes 10 idées de titres. Généralement, je ne reprends jamais l'idée de titre. Jamais, 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 jamais. Tu vas en mixer plusieurs. Je vais mixer. Et par contre, le bout de descriptif, je vais le faire réécrire une fois, 2 fois. Et je vais dire, maintenant, tu réécris fonction de ça, regarde ce que j'ai fait là et tout. Et là, oui, je vais gagner du temps. Mais franchement, j'ai fait là où je gagne le plus de temps, où ça me brûle le plus, c'est j'ai fait une formation sur le sujet d'ailleurs, je m'en sers comme coach. Mais pas qu'un coach de running, quoi, un coach de vie. Ma nuit de sommeil, je l'envoie à ChatGPT. Il sait qu'il va répondre comme tel spécialiste du sommeil en fonction de tout mon historique, mon journal que j'ai mis. Et il me dit, alors, il s'est passé ça et ça ressemble à ça et tout. Pam, on peut faire ça. Et pour répondre à la question, la première question du tout début, le jour où je me lance dans la préparation du marathon en express, je lui dis, penses-tu, tu te comportes là comme mon coach, un tel, qu'en penses-tu? Je pense faire comme ça et tout. Est-ce que tu vois un souci? Est-ce que tu vois un truc, un angle et tout? Et il me dit, alors t'as couru telle course, t'as fait ça, t'as pensé ça. Bon, fais attention à ça. Fais attention à ça. Puis je dis, moi je vais faire des week-end chocs. Est-ce que c'est une bonne idée? Comment je peux faire mon week-end choc? Il me dit, oui, ça peut être... Il me fait un plan, je dis, non, mais moi, ma sortie longue, elle sera le vendredi, comme ça et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, il me fait des trucs, des objections, je dis, sors-moi tous les trucs qui peuvent être problématiques. Il me sort tous les trucs, et puis je dis, réponds pas, hein, c'est moi qui réponds. Et je réponds, je dis, ça je peux gérer, ça je peux gérer. Là, j'ai un problème que je peux pas gérer. Hop, ça je vais l'étudier spécifiquement. Mais là-dessus, c'est un gain. Et puis des fois, il me met des petites phrases. Ma femme ne le croyait pas, parce que j'ai mis des tâches automatisées, des petites phrases mentales et tout. Des fois, le matin, je me fais une idée, je lui demande, tous les matins, il doit me donner un conseil business, en fait. Comment développer mon business. Et des fois, il me met des trucs, je dis, punaise, mais t'as raison, quoi. Et ma femme, elle me dit, ouais, mais c'est bidon. Et puis l'autre jour, elle me dit, punaise, les phrases qui me sortent quand même. Je dis, ouais, mais bien configuré. Il sait faire des trucs qui sont bien. Et puis, plus tu lui donnes d'informations, plus il va le faire. Donc, je trouve que d'un côté, on peut perdre beaucoup de temps. Et de l'autre côté, on peut en gagner beaucoup, 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 beaucoup. Et que sur des choses qui sont un peu pénibles, franchement, parce qu'il y a des choses qui sont pénibles, ça peut le faire. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'enregistrer, en fait. La partie enregistrement, parler, prendre la lumière et tout, ça me plaît. Mais c'est comme quand je faisais des cours, quoi. Moi, ce qui me plaisait, c'est de faire le cours, corriger les copies, mettre des notes, même préparer les cours. Je faisais des cours. Alors maintenant, les étudiants, ceux qui écouteront, ils vont rigoler, mais ils le savent. Des fois, je préparais pas le cours. On faisait des revues d'actualité, je prenais le sujet du jour, on essayait d'étudier, d'en discuter ensemble et tout. Ça faisait des cours qui étaient géniaux. Analyse de tout ce qui se passe sur Facebook, les algorithmes. J'arrivais là, je disais, bon, écoutez, aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là. J'ai des slides. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que comment vous allez vous en servir de ça, quoi. C'est ça. Et là, on faisait des grands dessins au tableau. Il y a des fois, le tableau était rempli de trucs et tout. Des fois, genre, c'est des challenges. J'ai fait des challenges avec eux pour dire celui qui fait le plus de vues sur TikTok. Ils me voyaient danser dans la classe à la fin. Il y en a un jour, il a oublié ses affaires. Il revient dans la classe, il me voit danser et tout. Il dit, vous faites quoi? Je dis, je suis en train de gagner le challenge, moi. Comment ça? On en parle la semaine prochaine. La semaine d'après, je regarde, on dit, alors vous en êtes où? Alors, il me dit, pas fait et tout. Et vous, monsieur? Je dis, 49 000 vues. Bon, d'accord. Et là, il pouvait m'écouter pendant 2 heures. Donc, c'est ça le truc, moi, qui me plaît. Donc, j'enlève le reste. Et ChatGPT et compagnie aident à enlever le reste. Et heureusement qu'on a des outils comme ça, franchement. Effectivement. Mais je pense que là encore, c'est une question de choix. Il faut articuler ses choix. En tout cas, merci. Merci beaucoup. On souhaite un bon marathon. Vous aussi, franchement.
On fera un débrief. Ouais. Et oubliez pas de Rapide. manger au premier ravito. Non. Ouais, C'est là, c'est après vous allez le payer. Sinon. Normalement, on a tout prévu. Merci. Merci.